En Afrique, FMI et Banque mondiale ainsi qu'États-Unis font la pluie et le beau temps. En fonction des décisions des gouvernements, ceux-ci décident ou pas s'ils peuvent apporter ce qu'on appelle l'aide publique au développement ou pas à ces différents pays. On a pu noter dans les pays comme le Burkina Faso, à l'arrivée du président, le capitaine Ibrahim Traoré, que certaines décisions qui frisaient le chantage ont été prises ou encore brandies à ce pouvoir pour lui mettre une certaine pression. En Ouganda, même chose, même son de cloche lorsque le pays et le président décident de se mettre ou encore de se braquer contre les LGBT et mettent en place une loi anti-LGBT. Justement, la Banque mondiale, le FMI décident par après de mettre fin à leurs différentes aides. Pour le président, le capitaine Ibrahim Traoré, si depuis nombre d'années, le Burkina Faso n'a pu se développer et changer grâce à ces aides au développement, si jamais celle-ci était donc retirée, rien ne changerait la situation. Dans cette émission Regard panafricain, nous reviendrons légèrement sur cette actualité qui met en branle les aides publiques au développement en Afrique, mais nous nous pencherons également sur l'actualité au Niger. Des rebondissements ne cessent de s'enregistrer du côté de Niamey. Cette fois-ci, il s'agit d'une attaque de la France sur les différentes forces et positionnements de Niamey et des forces de ce côté-là. Nous pouvons également mentionner dans l'actualité et les différents mouvements qui s'y opèrent des signatures, cette fois-ci pour appeler l'Union africaine, la CEDEAO et bien d'autres pays à soutenir le Niger et lever totalement les sanctions contre ce pays ainsi que contre son peuple. Cette émission Regard panafricain reçoit le docteur Yamtimba qui est économiste et chercheur pour revenir sur ces différentes actualités. Docteur Yamtimba, bonsoir et bienvenue. Merci à vous d'être avec nous. Bonsoir Madame Bégoudé, merci de m'avoir invité une fois de plus pour cette merveilleuse émission Regard panafricain. Et c'est un plaisir de vous recevoir dans notre studio. On commence les hostilités juste après cette transition. Merci à tous de nous regarder sur For You Media Africa, nos différentes plateformes internet, sur notre télévision et de nous écouter à travers la 96.3 FM For You Radio. C'est un plaisir de vous retrouver, valeureux auditeurs et téléspectateurs sur nos différents médias. Docteur Yamtimba, en Afrique, comme je le disais dans mon propos liminaire, la Banque mondiale, le FMI, les États-Unis ont tendance à brandir des sortes de chantage ou encore des ultimatums aux différents gouvernements africains pour influer directement sur leurs décisions. Comment comprendre que plusieurs années après, on continue d'être dans ces travers? Écoutez, ce travers, il faut déjà savoir ce que c'est. Ça permet à vos auditeurs et vos téléspectateurs de bien de partager avec nous le ressenti que nous avons de ce que c'est que l'aide publique au développement d'une part et d'autre part de partager encore la même chose sur l'attitude des pays développés relativement à cette question. Qu'est-ce qu'ils appellent d'ailleurs l'aide publique au développement? Alors, c'est quelque chose qui est logé dans une organisation qu'on appelle l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Alors, ça regroupe essentiellement les pays occidentaux et leurs amis, qui sont la Corée du Sud, etc. Donc, vous y compterez essentiellement les pays européens et puis un certain nombre de pays qui constituent globalement ce qu'on appelle le G20, mais surtout des pays qui relèvent purement et simplement de, disons, qui ont des relations d'affaires très particulières avec le monde occidental. Donc l'aide publique au développement, telle qu'ils l'ont, si vous voulez, structurée, c'est logé dans un comité qu'ils appellent le comité d'aide au développement,
Et ce comité d'aide au développement peut donc faire des dons et des prêts à des tarifs ou si vous voulez à des conditions préférentielles. Mais attention, conditions préférentielles ne veut pas dire que c'est gratuit. Parce que quand on dit aide publique au développement, la plupart des gens ont l'impression que c'est gratuit, que ce sont des offres. Que ce sont des offres, que c'est vraiment de l'assistance qui vous est apportée. De l'altruisme. Pas du tout, de l'altruisme, pas du tout. C'est tout simplement des conditions préférentielles qui ne concernent pas. C'est-à-dire que quand on enlève, si vous voulez, le principal, maintenant vous avez des intérêts à payer, donc c'est des conditions très préférentielles, tout simplement. Et ils appellent ça l'aide publique au développement, qui vient donc soit pour aider les gouvernements à fonctionner, donc c'est un appui budgétaire, soit pour soutenir les efforts d'un gouvernement, généralement comme il l'appelle des pays pauvres, dans le cadre d'un certain nombre de programmes qu'il est censé mener en vue dans les domaines prioritaires qu'on appelle les domaines sociaux, la santé, l'éducation, l'agriculture, etc. Donc, c'est ça qu'on appelle l'aide publique au développement. Donc, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas de l'altruisme, c'est purement et simplement des conditions aménagées pour que les pays dits pauvres accèdent à certains types de financement spécifiques, gérés, logés dans ce comité-là, ou gérés par ce comité-là. Mais, je vais vous donner une idée de ce que ça représente. Alors, l'aide publique au développement dans un pays, par exemple, comme le Niger, représente exactement 1% de tout ce que la France puise au Niger. Sauf que sur seulement une ressource qui est, par exemple, l'uranium, de 2012 à 2022, la France a puisé près de 6 milliards de dollars. 6 milliards d'euros, en fait. 6 milliards d'euros. Et l'aide publique qui a été apportée au Niger, c'est 1%. Donc, vous prenez 1%, c'est à peine 60 millions. Parce que, évidemment, eux-mêmes, ils se rendent bien compte que le Niger ne reçoit presque rien. Or, le Niger aurait été plus intéressé, au lieu de recevoir 20 euros par tonne d'uranium, là où les autres pays comme la Russie, le Turkménistan, le Kazakhstan reçoivent 300 euros, le Niger aurait été plus intéressé de recevoir 300 euros la tonne que de recevoir 20 euros et aller chercher l'aide publique au développement pour 1% de tout ce que la France a pris. Donc, vous voyez que, en fait, l'aide publique au développement, c'est un outil de domination, c'est un outil de contrôle, c'est un outil qui rentre dans le cadre général de la prédation par le monde occidental sur les pays pauvres, et qui rentre dans le cadre général du néocolonialisme de façon particulière. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, et vous voyez pour quelles raisons, naturellement, on va l'utiliser pour refuser un certain nombre de positions que les États africains peuvent prendre sur des questions particulières, que ce soit au niveau international ou que ce soit de façon spécifique au niveau de leur, disons, des relations bilatérales ou de leur position par rapport à un certain nombre de questions qui concernent ou qui participent, si vous voulez, de la stratégie géopolitique ou géostratégique des grands pays, des pays dits développés. Mais si on parle de cette aide publique au développement, on se rend bien compte dans certains pays que le développement n'y est pas. Cette aide, ces différentes aides, à quoi servent-elles si ce n'est faire du chantage à certains États? Et il y en a des États africains, Dr Yamtimba, qui sont complètement attachés à ces aides publiques au développement, et donc les décisions sont choisies à la base de ces différentes aides. Allons-y. Si vous prenez le Burkina Faso, le Burkina Faso, c'est un encours d'aide publique de 480 millions d'euros, mais pour l'année 2023, l'aide publique au développement qui est donnée par exemple par la France au Burkina Faso, c'est 13 millions d'euros. La France donnait à la République centrafricaine 15 millions d'euros, à peine 10 milliards, donc ça représentait à peu près, si vous voulez, un 140e du PIB de ce pays-là. Le Burkina Faso, c'est un PIB, je vais vous le lire, c'est écrit quelque part ici, de 11 800 milliards de francs CFA. Donc si vous leur donnez 13 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près, peu ou pour 2 milliards, plus ça fait 8 milliards et demi, sur 11 000 milliards, c'est vraiment une goutte d'eau. Donc, en réalité, l'aide publique au développement, c'est plus de la fumée et de la vapeur d'eau que quelque chose de consistant.
Parce que si un pays peut avoir un PIB de près de 12 000 milliards de francs CFA et que vous lui apportez 8 milliards et demi, en fait, je ne comprends pas sur la base de quoi vous pouvez vous prévaloir de quelque chose d'extraordinaire en lui apportant cela. Mais vous allez voir que tous les médias occidentaux vont dire « Ah oui, la France a suspendu son aide publique au développement au Burkina Faso comme si la France apportait la moitié du PIB du Burkina, lui apportait au Burkina Faso la moitié de son PIB, alors qu'en fait, elle ne lui apporte pratiquement rien du tout. » Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que la question de l'aide publique au développement, c'est plus de la propagande, et de la propagande de guerre économique et de guerre géopolitique et géostratégique qu'un véritable soutien. La preuve, cette aide-là n'a jamais aidé aucun pays à se développer. Il n'y a aucun pays qui s'est développé parce qu'on l'a aidé. Quand les Américains ont voulu soutenir, parce qu'eux, ils n'ont jamais parlé d'aider l'Europe au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ont fait un plan Marshall qui devait soutenir l'Europe pour qu'elle puisse se rebâtir, se reconstruire. Là, on fait un vrai plan. Mais on n'est pas sûr des sortes de saupoudrage dont on parle tellement qu'on a l'impression que le Burkina Faso ne produit rien et ne fait rien. Donc, l'aide publique au développement, c'est en fait un outil de propagande. Et en tant qu'outil de propagande, il faut qu'on comprenne fort bien que l'Afrique peut s'en passer. Mais il y a pire. Là, on est dans un... Je prends un exemple d'abord dans un cadre bilatéral. Prenons le cadre multilatéral, mais un mot en passant. Vous voyez bien que le Centrafrique a vite oublié aujourd'hui ce que c'est que l'appui budgétaire de la France. Le Centrafrique, ça ne lui dit rien. Il n'y pense même plus. Il s'est engagé d'une certaine façon, structuré d'une certaine façon, et le Centrafrique vit. D'ailleurs, le chantage qui avait très souvent été fait par rapport à cet appui budgétaire, c'était que les élections devaient être organisées grâce à cet appui budgétaire. Oui. Mais le Centrafrique vient d'organiser un référendum, c'est-à-dire une élection nationale, sans l'aide, sans cet appui budgétaire. Oui. Ce qui veut dire qu'en fait, les pays africains peuvent s'en passer. Prenons les questions multilatérales. Vous avez l'Ouganda qui vient d'avoir un siège pour la Banque mondiale. Parce que les Américains estiment que... Parce que pour les Américains, la promotion de tout ce qui est pédérastie, on dit ça comme ça, l'homosexualité, tout ça. Et puis maintenant, on va dire, on va être gentil, on va être LGBT, tout ça. Comme c'est au cœur de leur agenda géopolitique et géostratégique, eh bien, ils ont décidé, du fait de l'influence qu'ils ont sur la Banque mondiale, d'amener la Banque mondiale à aligner les conditions de prêt de la Banque mondiale, à intégrer dans les conditions de prêt de la Banque mondiale la promotion, le respect et la promotion des LGBT. Évidemment, l'Ouganda a promulgué une loi en début d'année qui condamne, parfois dans certains cas jusqu'à la mort, ceux qui sont coupables de ce type de pratique. Et la Banque mondiale vient de décider qu'elle arrête ses prêts à l'Ouganda, dont le soutien financier, disons les relations financières avec l'Ouganda, du fait que l'Ouganda a décidé, dans le cadre de la gestion souveraine de son pays, de sanctionner, de criminaliser quelque chose qui, pour les Africains, est un crime contre l'humanité. Et donc, du coup, vous voyez que, même au niveau multilatéral, ces organisations ont tendance à utiliser, si vous voulez, cet appui-là, cet appui financier, comme un outil de chantage, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est du chantage qu'on vous fait. Soit vous faites ce que nous voulons, soit vous ne le faites pas. Les conditionnalités. Nous ne voulons pas que vous ayez des rapports un peu trop proches avec la Russie. Si vous le faites, on brise voilà autre chose, de développement. Oui. Bien sûr. Nous voulons que vous permettiez aux populations africaines d'être libres dans ce qu'on appelle les nouveaux droits de l'homme. Si vous ne le faites pas, on coupe tranquillement enfin, on ferme la fontaine après. Donc, finalement, on ne sait pas si les pays africains ne devraient pas essayer de penser à une entraide interne directement pour pallier le problème. Mais j'arrive à quelque chose, madame. Justement, c'est la raison pour laquelle vous voyez que les pays, par exemple, la Chine a fait la promotion d'une banque des pays d'Asie du Sud-Est pour se passer du FMI et de la Banque mondiale dans le cadre, pour les pays d'Asie du Sud-Est, dans le cadre du financement de leurs économies. Parce que les Chinois qui constatent que dans leur espace d'influence,
dans leur ère d'influence, eh bien, les pays souffrent de ce type de chantage, ont décidé de mettre en place ce genre de banque qui est stratégique et qui a plus de ressources que les FMI. Et à côté, il y a aujourd'hui la banque des BRICS qui a encore plus de ressources pour que les pays échappent justement à ce type de chantage. Encore que parmi les pays des BRICS, je crois que le seul qui puisse encore subir un tel chantage, c'est l'Afrique du Sud. Donc, nous avons là un appel pour les Africains à organiser dans leur pays, sur le continent, de nouveaux modèles financiers. C'est de ça dont parlait le président William Ruto, dernièrement au sommet de Paris sur le nouveau pacte financier mondial. Il faut, à la fois, il présentait quelque chose qui devait être pris par le monde entier, et j'ai perçu cela en reprenant, en disant, mais il faut commencer en Afrique. C'est-à-dire que nous devons avoir un pacte financier en Afrique qui repose sur des contributions volontaires des Africains et qui permettra à l'Afrique de se développer. Je vous prends un exemple. Dans un livre publié en 2017 qui s'appelle « L'Afrique s'était résignée à la colonialité », auquel j'ai contribué, eh bien, l'une des propositions que j'y faisais, c'était par exemple sur le financement de l'Union africaine. Et je disais, l'Union africaine, au fond, n'est africaine que de nom, parce qu'il faut qu'on soit clair. Si l'Union africaine est financée par l'Europe, l'Amérique, la Chine ou l'Asie, ça veut dire que ce n'est pas l'Union africaine. Et dans le cas du budget, par exemple l'année dernière, 650 millions de dollars, les pays africains n'apportaient que 250 millions de dollars, le reste était prélevé au niveau de ce qu'ils appellent publiquement les partenaires internationaux. Ça veut dire que en fait, l'Afrique reste une propriété de ses partenaires internationaux, puisqu'ils financent carrément l'essentiel ou la grande majorité du budget de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, et la proposition était simple. À l'époque, l'Afrique, c'était 800 millions d'abonnés au téléphone, 2017. Et ces 800 millions d'abonnés au téléphone, si on prélevait l'équivalent de 5 francs CFA par forfait Internet, forfait d'appel, et le mobile money, etc., à chaque opération, eh bien, on était capable à l'époque de lever 2 milliards 160 millions de dollars. Or, le budget à l'époque de l'Union africaine n'était que de 400 millions de dollars. D'ailleurs, il faut noter que le budget de l'Union africaine augmente quand même très rapidement. 400 millions à 650 millions, c'est une augmentation de près de pratiquement, si vous voulez, 5/8 en moins de 5 ans. C'est énorme. Qu'est-ce qu'ils ont fait au fait? On n'a rien vu. Ils n'ont pas créé une armée, ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais ça a évolué de 5/8. Donc, il faut considérer qu'avec 2 milliards 160 millions de dollars, l'Afrique aurait pu financer l'Union africaine et financer beaucoup d'autres choses, la mobilité des étudiants, une armée africaine, des douanes africaines, l'intégration africaine, une banque africaine, une vraie banque africaine de développement. Oui. Et malheureusement, et c'est tous les ans qu'on aurait pu percevoir un tel montant. Donc en 5 ans, en 2017 et aujourd'hui, on aurait dû percevoir plus de 10 milliards de dollars. Donc exactement 11 milliards de dollars. 11 milliards de dollars, c'est 1/10 des ressources du FMI. Donc en fait, l'Afrique peut se passer de ça. Et là, on était sur des prélèvements sur une seule chose qui est simplement le secteur des télécoms. Imaginez qu'on étendait tout cela, par exemple, au secteur du luxe. L'Afrique consomme énormément de champagne qu'elle ne produit pas. Beaucoup de vin rouge, beaucoup de whisky, etc. Donc si on prélève là-dessus les bijoux, tous les produits décapants qui tuent, qui dégradent la santé de nos femmes, etc., on pourrait arriver, d'après les prévisions à l'époque, on aurait pu percevoir entre 5 et 8 milliards de dollars à l'époque. En 5 ans, on aurait pu être en train de percevoir entre 20 et 40 milliards de dollars. Donc, on aurait pu financer l'économie africaine parce que de toutes les façons, les IDE en Afrique, chaque année, dans les investissements directs étrangers, n'atteignent pas de tels montants. Donc, on peut financer le commerce africain, on peut financer les économies africaines, les États africains, en mettant en place notre propre pacte financier. À côté de tout ce que j'ai mis là, qui est un ensemble de prélèvements, les États pourraient créer leur banque et y faire des placements. Le Nigeria il y a un fonds nigérien à la Banque africaine de développement. Donc, on peut avoir des fonds levés par différents pays qui pourraient y être. Et donc, imaginez que la moyenne de ces fonds-là pour les pays africains serait par exemple d'1,5 million
d'un demi-milliard de dollars, ça ferait des placements annuels de près de 25 milliards de dollars que les Africains, c'est des financements que les Africains peuvent mobiliser chaque année en interne, à côté des autres qui seraient de l'ordre de 5 à 8 milliards. Donc on peut mobiliser autour de 40 milliards chaque année facilement en Afrique, ce qui fait qu'on est totalement en dehors de ce type de chantage que fait l'OCDE et puis la Banque mondiale et les différents pays dits développés. Donc au fond, tout est dans la décision des Africains d'aller dans une perspective de grands ensembles, dans une perspective d'intégration et d'union, de faire les choses ensemble et d'éviter d'aller toujours seul dans les négociations et dans les discussions et après se plaindre d'être victime. Ah oui, mais ils nous ont suspendu l'appui budgétaire. Ah oui, la Banque mondiale dit qu'elle arrête ses prêts. Non. Imaginez que nous avions les 40 milliards de dollars disponibles. 13 millions de dollars pour le Burkina Faso, on aurait pu multiplier ça par 100. Par exemple, pour les soutenir. L'Ouganda, ils ont besoin de quoi? De 2-3 milliards de dollars, mais on met les 2-3 milliards de dollars à disposition. L'intérêt, c'est que les Africains contribueraient à la construction de l'Afrique et il n'y a pas de plus grande fierté que de savoir que c'est vous-même qui construisez votre continent. Oui. C'est pour ça que le geste de la Chine, l'idée de créer cette banque des infrastructures en Asie, est une idée géniale, est une idée historique, c'est une idée patriotique et c'est quelque chose qui relève d'un certain humanisme et c'est à ça que nous appelons les Africains. Et ça peut aller jusque à l'intérieur de nos pays. Et parce qu'après 2017, la question que je me suis posée, c'est comment on fait? Pourquoi penser ça au niveau continental si on ne doit pas commencer au niveau local, au niveau national? Eh bien, j'ai essayé d'appliquer au Cameroun dans mon livre de 2021, Porte-Bokibon. Et l'idée, c'est que le Cameroun, par exemple, par un certain nombre de mécanismes, peut lever chaque année, en tout cas à l'époque, selon les données économiques de 2020-2021, le Cameroun aurait pu lever 25 600 milliards de francs CFA. 25 600 milliards de francs CFA, c'est énorme. Oui. C'est énorme. En une année et chaque année. Du coup, le Cameroun n'aurait même pas besoin d'aller s'endetter. Sauf qu'il y a des conditions à cela. C'est que, par exemple, on n'userait pas de tels fonds pour aller organiser des séminaires, des réunions, pas du tout, mais pour produire de la richesse. On n'aurait pas les problèmes pour faire une autoroute, faire un port, un aéroport, une usine, etc. Et puis directement, on pourra penser industrialisation. Et à ce moment-là, ça donne aux Africains une capacité de négociation très importante. Oui. Parce qu'à ce moment-là, quand ils viennent négocier, ils ne viennent plus négocier en étant, si vous voulez, dans une position de faiblesse. Ils viennent négocier quelque chose en vous disant, nous sommes des partenaires et il faut que, voici ce que nous apportons. Parce que le postulat ou la demande de dire, oui, nous voulons être traités d'égal à égal, écoutez, le monde ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous l'avez dit que ça va se faire. Mais si vous apportez des choses qui font que les gens en face de vous vous respectent, ce sera différent. Si vous vous levez, vous êtes le Burkina Faso, vous allez négocier avec les États-Unis, la France, la Chine, vous n'êtes pas en position de force. Mais si vous êtes les États-Unis d'Afrique de l'Ouest et que vous avez appliqué les deux éléments sur le plan financier dont j'ai parlé précédemment, quand vous vous asseyez, même la Chine ou les États-Unis prennent le temps de vous écouter parce que vous êtes 500 millions, parce que vous êtes 6 millions de kilomètres carrés, 5,5 millions de kilomètres carrés. On vous écoute. Vous êtes le Burkina, vous avez quoi? La population du Burkina, c'est quoi? C'est 22, non, c'est un peu plus, 22 millions d'habitants. Si vous êtes 22 millions d'habitants, la ville de Chongqing, en Chine, est 2 fois plus peuplée que vous. C'est une ville, Chongqing, c'est 2 fois plus peuplé que le Burkina. Oui. Donc quand vous parlez au président chinois, quand il vous regarde, lui, il voit la ville, il voit une ville, 22 millions, il voit Beijing, la capitale. C'est ça qu'il voit. Donc il se dit, mais ce type-là, il parle beaucoup, mais le maire de Beijing a un budget plus élevé que le sien, et plus puissant que lui. Beijing est plus élevé, plus développé que tout son pays, c'est plus puissant que tout son pays. Pourquoi il parle fort? Voilà comment il vous regarde. Il faut que les gens en soient conscients et qu'ils arrêtent de penser que parce que vous avez le titre de chef d'État, vous êtes important. Non. Désolé, non. Quand le président d'un pays, je dis n'importe quoi, de Sao Tomé et Principe vient parler au président du Cameroun, le président du Cameroun le regarde en disant, ce gars-là, sa population, c'est une commune de Yaoundé. Il faut être réaliste, hein. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas autrement. Donc la question de l'aide publique au développement que les Occidentaux, avec laquelle ils nous bassinent les oreilles, ils remplissent les médias et tout ça, c'est de la vapeur d'eau.
c'est juste de la fumée, il n'y a rien de concret là-dedans, il n'y a rien de solide dedans. Ce qui est solide et qui devrait l'être, c'est le pacte financier que nous sommes capables de faire en Afrique, à partir de l'intérieur de nos pays, mais également au niveau régional et continental, qui vont permettre qu'à ce moment-là, les gens peuvent parler. Les gens, on n'accepte pas de parler d'égal à égal avec quelqu'un. La personne est contrainte de parler d'égal à égal avec vous. Merci, Dr Yamtimba. Eh bien, on abandonne, on se tourne définitivement de l'aide publique au développement pour penser à se créer un peu plus de poids sur le plan géopolitique, sur le plan économique. Et au-delà, évidemment, on tente de rapprocher les États, si j'ai bien saisi ce que vous disiez, on tente de rapprocher les États en sorte de rassemblement. Par exemple, les États de l'Afrique centrale et les États de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand on regarde, on fait un crochet au Niger directement avant de rentrer dans le vif du sujet, quand on regarde ce qui se passe rien qu'avec la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, difficilement on peut penser à des États d'Afrique de l'Ouest sur la situation au Niger. Je pense que chaque chose a un début. Oui. Les choses commencent quelque part. Les États-Unis, c'est 52, je crois, 52 États aujourd'hui. Oui. Ça a commencé par 13. On n'est pas obligé de commencer par 200 États. Les 54, 55, parce que j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi les Africains excluent toujours la République sahraoui. C'est la dernière colonie qui existe sur le continent. Il faut que cela s'arrête. Et il faut que ce pays ait son indépendance. Donc, je pense que, et ce qui est pire, c'est que c'est un autre pays africain qui maintient ce peuple-là dans la colonisation, le peuple marocain. Je pense que nous pouvons commencer avec 2, 3, 4, 5 pays. Je suis obligé de revenir sur l'Afrique s'était résignée à la colonialité parce que c'est encore une problématique qu'on avait abordée. Nous pouvons simplement observer, disons, tenir compte d'un certain nombre de paramètres fondamentaux. Par exemple, le fait que les territoires soient contigus, donc une certaine continuité territoriale. Et là, dans le cas d'espèce, aujourd'hui, nous pouvons avoir l'idée qui commence sérieusement à faire son bout de chemin, la Fédération ouest-africaine, l'État fédéral ouest-africain, avec dans la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina, le Niger, qui relie, qui fait le lien entre le lac Tchad et l'océan Atlantique. On a une continuité territoriale, on a à peu près 3 millions de kilomètres carrés, on a 84 millions d'habitants, on a un PIB qui tourne autour de 75 milliards de dollars. C'est quelque chose qui peut se comprendre. Quand on le dit comme ça, je crois que les gens eux-mêmes ont une idée un peu plus précise et ça leur permet de se projeter. Mais quand on leur dit le Burkina, le Mali, on ne voit pas très bien ce que ça donne. Mais Guinée-Conakry, Burkina, Mali, Niger, ça fait 3 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire la superficie de l'Inde. C'est l'équivalent territorial de l'Inde. Et c'est 1/10 de toute l'Afrique. Il y a mieux. Quand on dit 3 millions de kilomètres carrés, c'est l'équivalent de l'Union européenne à peu près. Et ça fait 85 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espace à perte de vue. Il faut faire les enfants. Il faut aller occuper ça. C'est 85 millions d'habitants seulement. C'est l'équivalent de la population, un peu autour de la population de la Turquie. Oui. Et ça fait à peu près 75 milliards de dollars de PIB. C'est pas beaucoup. 75 milliards de dollars de PIB, c'est pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de dire qu'on a là la continuité territoriale, on a là une masse critique de population, parce que quand vous avez 85 millions d'habitants, c'est pas plus mal que ça. C'est quand même, en comparaison par exemple de la Russie qui a 118 millions de kilomètres carrés, la Russie c'est 180 millions d'habitants, donc il reste encore beaucoup d'espace. Et comparé donc à cette fédération ouest-africaine, je crois que c'est suffisant. Et vous avez en même temps, dans ce que ça présente aujourd'hui, vous avez 75 milliards de dollars qui peuvent être diversifiés, mais vous avez surtout des matières premières qui sont extrêmement importantes. Les réserves sont énormes en termes de gaz, de pétrole, de cassitérite, d'hydrogène liquide. Au Mali, l'hydrogène est liquide à 98%. Ça veut dire que l'hydrogène qu'il y a au Mali n'exige pas de gros investissements, mais peut avoir par rapport à d'autres pays où on pourrait exploiter de l'hydrogène naturel, on peut avoir on peut gagner 20 à 30 fois plus d'argent. Et il y a de la forêt,
La Guinée en a beaucoup. Il y a des zones arabes, des terres arabes qui sont énormes, qui sont très importantes. Et il y a dans ces pays-là une continuité anthropologique et culturelle qui est extrêmement importante et extrêmement utile. Donc, nous avons ce premier critère, quelques critères qui sont déjà réunis. Et nous avons surtout le critère le plus important, la volonté des peuples de se mettre ensemble. C'est quelque chose qui se fonde d'ailleurs sur l'unité culturelle et qui se fonde sur la continuité territoriale. Donc, et qui se compte sur le partage d'une histoire douloureuse et qui est la même. Tous ces pays ont été colonisés avec une violence et une brutalité inouïe par la France. Donc, ces gens-là ont beaucoup de choses qui les unissent et ils peuvent se mettre ensemble. Donc, et à l'époque, notre idée c'était, vous pouvez commencer à 2, les autres vont vous suivre, vous pouvez commencer à 3 et 4, et il y a des simulations de quels sont les pays qui peuvent se mettre ensemble. Aussi curieux que cela vous paraisse, beaucoup de ces pays-là, les 4 pays que je viens de citer, faisaient partie des pays à partir desquels on peut construire le bloc des États-Unis, soit d'Afrique de l'Ouest, soit par exemple de l'Afrique en général. Donc, on peut y arriver. Et si on se met, si les pays africains s'unissent, si quelques-uns commencent, la valeur ajoutée qui va en être va attirer beaucoup d'autres pays. Il suffit de commencer et ça va marcher. Merci, Dr Yam Timba, pour ces éclaircies. Eh bien, on va sortir de cette thématique pour entrer dans la deuxième qui concerne directement le Niger et l'actualité de ce côté-là qui continue d'être très mouvementée, disons-le ainsi. Eh bien, on va prendre une transition, si cela ne vous dérange pas, Dr Yam Timba, voilà. On va prendre une transition, on revient juste après. Merci à tous d'être avec nous sur nos différentes pages Facebook et YouTube, For You Media Africa, de nous regarder sur notre télévision et même de nous écouter à travers la 96.3 FM, For You Radio. Dr Yam Timba, depuis le 26 juillet 2023, il y a du mouvement au Niger, un mouvement qui donne à penser que les choses pourraient changer de manière très drastique. Alors la question principale d'ailleurs de notre thématique, je commence par celle-là avant de rentrer dans les autres mouvements qu'il y a eu déjà il y a quelques heures. Est-ce que la situation au Niger, avec la venue du général Tiani et son équipe du CNSP, peut apporter avancement à cette création de ce qu'on pourrait peut-être appeler corridor ou encore, bon, on ne va pas aller à dire fédération, entre la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, évidemment. Écoutez, je crois que si le Sénégal pouvait rejoindre ce groupe-là, ça ferait 5 pays et ce serait quelque chose d'extrêmement intéressant. Oui. Parce que la venue du Sénégal apporterait quoi, 220 000 km² supplémentaires, 18 millions d'habitants supplémentaires, un PIB supplémentaire de 25 milliards de dollars. Ce serait extrêmement intéressant, d'autant plus qu'on a par exemple le corridor Dakar-Bamako avec une voie ferrée qui est réhabilitée déjà, que le président Macky Sall a réhabilité. Je pense que ce serait un plus. Mais aujourd'hui, si on va, ne serait-ce que avec les 4 États qui vont de la Guinée-Conakry, Mali, Burkina et Niger, eh bien, je crois qu'il y a là une carte à jouer. Oui. Il y a là une sérieuse carte à jouer et il faut imaginer que ça pourrait aller très loin. Parce que si ces pays s'unissaient, le Nigeria risquerait de suivre très rapidement. Le Nigeria risquerait de suivre très rapidement. Pourquoi? Parce que les 7 États du nord du Nigeria, en tout cas les États du nord du Nigeria, sont peuplés en grande partie de la même pays, disons, font partie de la même nation Haoussa. Et le sultan de Sokoto est celui à qui tout ce monde fait obédience. Oui. Donc il est fort possible, or la moitié du Niger fait partie, disons la moitié de la population du Niger fait partie de cette ère culturelle. Donc il est fort possible qu'il y ait des négociations ou qu'il y ait des, si vous voulez, des
des actions qui iraient dans le sens d'intéresser le Nigeria à rejoindre une telle fédération. Oui. Et si le Nigeria rejoignait une telle fédération, ça en serait fait de la CEDEAO. Parce que si le Nigeria rentre dans l'idée de fédération ouest-africaine, attention, c'est les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Guinéens qui l'ont émise. Hein. Elle fait son petit bout de chemin. Vous vous souvenez de la rencontre entre les deux premiers ministres du Mali et du Burkina Faso sur la question. Voilà, donc c'est quelque chose et de Guinée, les trois, c'est quelque chose qui va se faire. Ce qu'on espère en fait aujourd'hui, et on le voit, il y a de l'action lorsque la Guinée et lorsque le Mali, le Burkina, avec le soutien de la Guinée, disent que toute intervention militaire de la CEDEAO au Niger signifierait une déclaration de guerre contre ce pays-là, ce n'est pas une vue de l'esprit. Oui. Ça fait partie, c'est une considération géopolitique importante. Il y a ce qu'on appelle l'espace vital dans un pays. Vous ne pouvez pas, quelle est la raison pour laquelle la Russie ne peut pas permettre que l'Ukraine rentre dans l'OTAN? Ça fait partie de son espace vital. Que la Biélorussie rentre dans l'OTAN, ça fait partie de son espace vital. Et ceux qui dirigent les deux pays dont nous avons parlé, le Niger fait partie de l'espace vital du Mali. Donc, n'importe quel dirigeant sérieux dans ces pays-là considérerait que si vous vous attaquez attaquez au Niger, oui. vous vous attaquez à eux. Peut-être pour vous mettre un peu d'eau dans votre vin, docteur Yantimba, justement sur place, le colonel Abdoulaye Maïga, qui est le ministre de l'administration territoriale au Mali, sur le terrain, il en va de la survie du Burkina Faso si jamais le Niger venait à être attaqué par des militaires de la CEDEAO ou même d'un autre pays. C'est absolu. C'est-à-dire que ce sont des considérations pour lesquelles il n'y a pas de débat. Oui. Vous attaquez le Niger, si le Niger est en guerre contre un pays X, ce pays X doit se considérer en guerre contre le Mali et le Burkina. Ils partagent une frontière. Normalement, le Nigeria doit avoir la même réaction. L'Algérie aussi, d'ailleurs, on a vu la réaction de l'Algérie. L'Algérie, c'est 1000 km de frontière. Le Nigeria, c'est encore plus avec le Niger. Donc, vous attaquez ce pays-là, vous attaquez nécessairement les autres, et ça devrait être le cas pour le Tchad. On ne comprend pas très bien, mais certains sont encore... Donc, le Tchad aussi a eu une réaction semblable, similaire à celle de l'Algérie, de la Libye aussi. Il faut faire très attention à ces éléments-là. Oui. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe au Niger va, et nous l'espérons fortement, va permettre une réorganisation totale de cette région-là. Parce que si le Sahel est réorganisé, c'est en fait toute l'Afrique de l'Ouest qui est réorganisée. Et cela a de l'impact sur le Maghreb. Ça ne peut pas échapper aux Algériens. Ça ne peut pas leur échapper. Ça aura de l'impact sur la réorganisation du Maghreb. Du coup, ce qui se passe là a un intérêt extraordinaire pour tout le monde. Et ça a de l'impact sur l'Afrique centrale. Oui. Et si l'Afrique centrale prend une certaine position dans cette affaire, ça veut dire que jusqu'à l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe aura un impact. Donc en fait, la situation actuelle du Niger, qui était, du fait de sa position centrale, qui fait le lien entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, finalement est en train d'avoir de l'impact sur toute l'Afrique. Et vous comprenez la raison pour laquelle, même d'Afrique du Sud ou de l'Afrique de l'Est, viennent des déclarations, des prises de position sur cette question-là. Parce que il pourrait y avoir certainement le début de la création de ce dont les Africains ont toujours rêvé, les États-Unis d'Afrique. Oui. Il faut que nous sachions que nous avons tous été battus. Nous avons été défaits, battus ensemble à la fin du 19e siècle. Nous avons peut-être là l'opportunité de nous relever ensemble parce que c'est de cette façon que nous serons forts. Nous ne serons jamais forts tant que chacun ira de son côté et individuellement. Tant que chacun verra uniquement ses intérêts. Ça ne marche pas comme ça. Oui. Parce que de cette façon-là, il n'y a aucun pays africain qui est suffisamment puissant aujourd'hui pour se défendre tout seul. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. La conséquence, c'est qu'il faut que les Africains fassent bloc. Particulièrement les Africains
des pays où on parle le français et utilisent le franc CFA, parce que c'est des pays particulièrement fragilisés, des pays où le néocolonialisme a tué les éléments essentiels. Et l'un des éléments essentiels du crime, l'un des caractères fondamentaux du crime colonial, c'est la destruction culturelle, la destruction de la culture. Lorsque vous avez détruit, là nous sommes en train de nous d'échanger en français. Oui. Vous n'êtes pas française, oui. Je ne suis pas français. Quelle est la raison pour laquelle on parle français? Parce qu'on a détruit nos cultures. Parce que la façon dont nos ancêtres communiquaient il y a 200, 300 ans a été détruite. Et cette destruction est l'un des socles de la colonisation, donc de l'assimilation à l'autrui, qui est une chose qui signifie la perte d'identité. Et la reconfiguration du Sahel pourrait donner lieu à la restauration progressive et rapide de cette identité africaine. Parce que si elle permet à cette fédération de naître, oui. Elle va permettre de réorganiser toute la région du Sahel, mais également toute l'Afrique occidentale, mais également l'Afrique centrale. Et cela nous donnera l'occasion d'une reconfiguration ou d'un retour aux sources. Voilà pourquoi le Mali, par exemple, aujourd'hui, n'a plus le français comme langue officielle. Le Burkina Faso va forcément lui embrayer le pas. Le RCA est passé au Sango et on espère que le Sénégal puisse passer au Wolof, etc. Et que, par exemple, la Guinée puisse passer à autre chose. Je crois que c'est le Malinké ou le Peul. Donc, il y a tout cela qui fait que, en réalité, nous allons revenir définitivement à ce que nous sommes. Et ce retour à ce que nous sommes va permettre que, à terme, l'Afrique se libère. Vous voyez que la libération, dans cette perspective cohérente et logique, semble venir uniquement après que nous nous serons mis ensemble. Donc c'est une urgence, c'est une condition sine qua non de notre libération, de la reprise de notre souveraineté. Et les événements du Niger, qui sont des événements qui se passe avec un courage extraordinaire des nouveaux dirigeants nigériens, mais également avec l'intégration, si vous voulez, oui, l'intégration des leçons apprises par le Mali, par le Burkina, par la Guinée-Conakry, eh bien, fait que tout cela fait que le Niger va beaucoup plus vite et le Niger va beaucoup plus sûrement parce qu'il n'a plus besoin de répéter, de revivre les difficultés oui. que les trois autres pays ont vécues et encore que ces trois pays sont totalement disposés et ouverts à lui montrer ce par quoi ils sont passés. C'est une preuve de solidarité et d'union, de collaboration qu'on aimerait voir plus souvent en Afrique. Et nous espérons que, par exemple, en Afrique centrale, il va y avoir, par exemple, des pays qui vont demander au Centrafrique comment il a fait pour faire partir le dernier soldat français et comment il a fait pour avoir sa constitution, sa nouvelle constitution qui proclame son indépendance, crée son État et consolide, affirme sa souveraineté. Donc je crois que nous avons là en fait des moments extrêmement importants, extrêmement intéressants dans l'histoire de l'Afrique que nous devons suivre avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup d'intérêt, on suit ces différents mouvements du côté du Niger, surtout quand on se rend compte qu'il y va de la survie, comme vous disiez tout à l'heure, du Sahel. Sahel, d'ailleurs, qui est en train de totalement glisser des mains de la France et qui, aujourd'hui, tente de s'agripper à quelques lianes qui peuvent encore rester. Revenons sur cette dernière actualité où le Niger accuse directement la France d'avoir attaqué ses différentes positions. Comment comprendre une telle attitude de la France? On rappelle quand même qu'il y a quelques jours, le Niger avait décidé de fermer totalement son espace aérien. Encore que le Niger n'accuse pas la France, le Niger fait un constat. Oui. Je crois que l'accusation va arriver et elle sera dure parce que je ne sais pas comment la France va devoir gérer tout ça, la dénonciation de la convention sur la fiscalité avec le Burkina Faso, le procès pendant, disons la plainte pendante du Mali, à l'ONU. Donc, en fait, pour ne citer que cela, parce qu'il y en a beaucoup. La France répète les mêmes erreurs. Einstein avait l'habitude de dire qu'il n'y a que la bêtise qui insiste. La France a fait exactement la même chose avec le Mali. La question, c'est aller savoir pourquoi la France a été obligée de faire décoller cet avion-là.
qu'est-ce que cet avion contenait? Oui. Est-ce que c'était juste des soldats, du matériel purement militaire, ou ça contenait des ressources naturelles, de l'or, de l'uranium, peut-être pas de l'uranium, peut-être pas du yellow cake, mais probablement, mais de l'or probablement. Qu'est-ce que la France avait tant d'urgence à faire partir du Niger? Donc, alors que l'espace aérien est fermé. Surtout dans ces conditions rocambolesques, avec un transpondeur éteint. Je pense que ce constat a été fait. Le Niger n'a pas à se poser des questions. Le Niger sait désormais comment le Mali a procédé. Donc le Niger devrait suivre cette voie et porter au-delà du communiqué, fournir davantage de détails à la communauté humaine, à la communauté africaine, et comme cela continue d'être fait, saisir à chaque fois l'Union africaine et saisir à chaque fois l'ONU, puisque la CEDEAO n'a plus besoin de la saisir. Donc, saisir à chaque fois ces organisations pour que le monde entier soit au courant de la violation de la souveraineté du Niger. Et donc, si vous voulez, de l'agression permanente du Niger, qui veut dire agression du Mali et du Burkina, donc agression de 3 pays en Afrique par un pays qui n'est pas un pays africain et qui n'est pas en Afrique. C'est extrêmement important. Et dire à tous les panafricanistes qu'il y a 3 pays africains qui sont agressés par un pays qui n'est pas un pays africain. Il faut que les Africains se lèvent et prennent cette affaire au sérieux. Donc, je pense que ce qui est fait là et qui est documenté désormais par le Niger devrait donner lieu, puisque les Africains ont pu créer un tribunal, et nous l'avons appelé, lorsqu'il s'est agi des problèmes du Mali, du Burkina, nous avons appelé, les Africains ont été poussés à créer des tribunaux spéciaux. Il y en a à RCA, il y en a eu au Sénégal pour juger Sénabré, il y en a eu au Rwanda, il y en a eu qui était à Arusha. Il est temps que de tels tribunaux soient également créés pour juger de telles infractions, pour juger de telles agressions. Parce que si on ne le fait pas et que cela continue, le monde sera confronté à un espace de non-droit et à un espace de répression. Et les êtres humains savent très bien voir où est l'injustice. L'espace de non-droit serait un espace d'injustice, et je crois que les populations africaines, à un moment donné, vont s'élever contre ça d'une manière qui risque d'être brutale, d'une manière qui risque d'être terrible, et le monde n'a pas besoin de plus de terreur qu'il y en a, le monde n'a pas besoin de plus de brutalité qu'il y en a déjà. Donc je crois que sur cette question, il est important que le Niger documente tout, et à chaque fois que son espace aérien sera violé, eh bien qu'il réagisse. Mais surtout, aujourd'hui que le Mali a disposé des équipements Pantsir dans la zone des 3 frontières, je pense que le moment venu, le risque qui est couru, c'est qu'à un moment donné, ce soit utilisé. Donc il ne faudrait pas que la France fasse de la provocation et qu'on se retrouve avec un avion abattu. Ce serait dommage, terrible et absolument inutile, parce qu'on ne voit pas l'intérêt de faire monter l'escalade de cette façon-là. Docteur Yamtimba, sur place au Niger, le colonel Abdoulaye Maïga a déclaré que le temps d'attendre et de supporter était passé, car cela fait près de 10 ans qu'après l'agression justement du côté de la Libye, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée souffraient pratiquement le martyre. Il est donc venu le temps certainement de réagir, on peut le dire ainsi, et à travers les différents mouvements qui se forment du côté du Niger, on peut comprendre que le temps de cette réaction a forcément mûri, et que là, ces différents pouvoirs sont bien en place et comptent aller très vite et très loin. Mais maintenant, il reste l'épine dans la chaussure. La CEDEAO, l'Union africaine, les différents pays frontaliers africains qui ne sont finalement d'aucun soutien, d'aucune aide, d'aucune solidarité, d'aucune sympathie. Écoutez, à un moment donné, vous devez prendre les choses, vous devez prendre sur vous de régler un problème.
si vous ne réglez pas le problème, personne ne le réglera. Donc, les 4 pays ont décidé de régler cette question. On a d'ailleurs vu qu'un certain monsieur qui s'appelle Rassi ou Rissa Ag, au Niger, a décidé de lancer une sorte de front de la résistance, et il est absolument soutenu, puisque c'est un média français, c'est dans un média français que je l'ai lu, et qui en fait la propagande. Donc il est absolument soutenu par les Occidentaux. On comprend que certains seront donc financés. Mais, comme l'Algérie a décidé de fermer son espace, donc il n'y aura pas de possibilité qu'il soit approvisionné par l'Est, par le Nord. Et le Nigeria, le Parlement s'est opposé à tout ça, et je vous assure que personne n'osera passer du Nigeria vers là-bas, parce que le Nigeria, quand il s'agit d'être rigoureux, il sait être rigoureux. Le Mali, le Burkina, il faut oublier, ça ne passera pas par là. Le Bénin, il n'osera pas, parce que s'il ose, il sait qu'il aura déclaré la guerre au Burkina et au Mali aussi. Il reste la Libye qui a dit on a déjà assez de problèmes, et d'ailleurs tous les problèmes du Sahel sont venus de chez nous, c'est bon, on n'en veut pas davantage. Mais dans le cadre des marchandages qui ont souvent lieu, si éventuellement le Tchad, puisqu'il a la base militaire française à côté, ou éventuellement dans le cadre de la gestion du problème libyen, il y ait une percée de ce côté-là, qui fasse que les approvisionnements pour ce front de la résistance puissent venir de là, je pense que les États qui maîtrisent aujourd'hui la situation, les 4 États de la Fédération ouest-africaine, projetés en projet, vont réagir, et il est temps de réagir fermement. À un moment donné, il faut savoir mettre fin à une situation, régler un problème. Nous sommes là en train de parler de gens qui sont des adultes, des gens qui ont pu faire partir la France de leur pays, des gens qui peuvent dire à un envoyé du gouvernement américain, on ne vous reçoit pas. Oui. Des gens qui ont prouvé qu'ils peuvent se passer de l'aide publique au développement, des appuis budgétaires bizarres, qui peuvent ne pas faire partie de la Goa, etc. Et vivre, et d'ailleurs vivre beaucoup mieux. Et des gens qui prouvent que bientôt ils vont sortir du franc CFA, parce qu'il faut couper les liens, tous les liens qui les unissent désormais aux anciens colons. Et cette attitude d'émancipation, de libération, est de nature, voyez-vous, à pouvoir leur donner la capacité de mettre fin, de régler la question de cette résistance, mais aussi de pouvoir, en temps opportuns et en tout temps, désormais surveiller leur territoire. Je rappelle que les équipements pantsir du Mali mettent tous les points, toutes les villes de l'Afrique à portée de leurs missiles russes. Et que ces équipements permettent de couvrir l'espace aérien de tout le Sahel jusqu'au Soudan, ainsi que de toute l'Afrique occidentale. Et je rappelle que l'Algérie dispose de systèmes qui couvrent tout l'espace du nord, de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée, jusqu'au sud de l'Europe, et jusque pratiquement au sud, dans les régions les plus australes de l'Afrique, de la CEDEAO. Donc nous avons là des disponibilités militaires aujourd'hui qui permettent de couvrir toute cette région, et c'est fort de cela que vous voyez en fait ces États être en confiance. Le Mali, avec sa 40aine d'avions de chasse, est capable aujourd'hui de surveiller tout l'espace du Sahel. Et le Burkina Faso, avec ce qui pourra lui arriver comme aide, qui pourrait lui arriver comme équipement de la Russie et de la Corée du Nord, grâce à ses efforts, eh bien, pourrait renforcer ces capacités-là. Et le Niger, avec ses propres moyens qui sont en train d'être mis en place, renforcera encore davantage ses capacités, auxquelles il faut ajouter celles de la Guinée-Conakry. Et donc, nécessairement, il faut comprendre que, en réalité, sans le savoir, l'Occident vient de créer un redoutable ennemi en Afrique. Je doute fort aujourd'hui qu'il y aurait un seul pays qui pourrait prendre le risque d'aller attaquer ces gens-là. Parce que si vous avez... Même pas la Côte d'Ivoire? Non, c'est du menu fretin, la Côte d'Ivoire. Par rapport à ça, c'est du menu fretin. Oui. Et je peux vous assurer que la France devrait réfléchir à plusieurs fois avant d'engager une guerre. Parce que quand quelqu'un a 40 avions de chasse, c'est pas beaucoup par rapport à la France. Mais c'est suffisant pour porter les coups jusqu'à sur le continent européen.
Donc, il faut faire très attention. Les gens aujourd'hui peuvent imaginer que l'Europe ou l'Occident est encore capable de faire frémir les gens, mais je rappelle que les gens qui dirigent les pays de la prochaine fédération de l'Afrique de l'Ouest savent que les États-Unis et la France ont été battus par le Vietnam, que des grandes armées américaines n'ont pas pu battre l'Afghanistan ou l'Irak, etc. Donc il faut faire très attention. Il faut savoir que le monde est nouveau et les alliés objectifs de ces États-là, on sait que la Russie est à leur côté, la Chine est à leur côté, les BRICS de manière générale, et la jeunesse africaine. 1 milliard de jeunes gens sont aux côtés de ces gens-là. Aucune armée du monde ne peut tuer 1 milliard de personnes. Aucune. Donc, il vaut mieux aujourd'hui s'asseoir, discuter et demander à ces gens ce qu'ils veulent, mais pas leur dire ce qu'ils doivent faire alors qu'ils ont un programme précis. Merci, Dr Ian Timba. On va terminer par parler de cette lettre qui a été, je dirais même que c'est une sorte de pétition, puisqu'il y a des signatures, notamment les signatures des présidents des présidents de l'Assemblée nationale, premiers ministres, pour la plupart anciens évidemment, qui demandent incessamment la levée des sanctions qui ont été édictées par la CEDEAO contre le Niger et son peuple. Maintenant, lorsqu'on a parlé de cette déclaration et qu'on pèse sur une balance ces différents pays qui représentent ce qu'on appelle aujourd'hui le corridor, je sais pas moi, Conakry, Ouagadougou, Bamako, Niamey, et puis avec un peu d'abus, Dakar. Est-ce qu'on pourrait mettre tout cela sur une balance et se dire que les choses pourront aller bon train et que ces différentes sanctions pourraient passer comme du vent? Ces sanctions n'auront aucun impact. Le seul impact que ça aura, ce sera de donner à ces pays... De rapprocher encore plus ces pays comme on d'abord avait les avec rapprocher, le Mali, mais ensuite de leur permettre de faire du re-engineering de leur architecture institutionnelle, économique, financière, etc. Et de renforcer donc leur capacité de production et d'améliorer leur méthode de gestion. Ce qui se passe au Mali, en Guinée et au Burkina nous montre que c'est possible et que c'est ce qui va se faire. De toute façon, à ce jour, ce ne sont pas ces pays qui se plaignent le plus. C'est par exemple le Bénin dont le port de Cotonou est complètement à l'arrêt. C'est par exemple la Côte d'Ivoire qui n'a plus, le port d'Abidjan n'a plus le même niveau d'activité, puisque vous avez vu par exemple qu'il y avait quand même beaucoup de marchandises qui partaient du port d'Abidjan vers le Mali ou le Burkina. C'est arrêté. Le Ghana qui n'arrive plus à approvisionner le Burkina. Donc en fait, ce n'est pas ces pays qui souffrent, les autres souffrent aussi. Mais la propagande occidentale fait qu'on n'en parle pas. Mais malheureusement, c'est ça la vérité. Le Sénégal a été bien malin de ne pas fermer le môle 3 du port de Dakar qui sert à débarquer les marchandises du Mali et qui représente 30% de l'activité portuaire de Dakar. Eh bien, le Sénégal se porte beaucoup mieux que les autres pays puisque lui n'a pas fermé son port et qu'il a laissé faire, il a laissé entrer les marchandises maliennes. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que au bout du compte, ces sanctions risquent d'avoir l'effet russe, comme ça qu'on appelle ça de plus en plus dans le secteur financier, l'effet russe. Donc vous sanctionnez un pays, mais c'est vous qui en prenez plein la gueule. C'est vous qui avez un retour qui est tel que les effets négatifs que vous planifiez ou que vous attendiez, vous escomptiez en fait, que vous escomptiez voir dans l'autre pays, eh bien c'est vous qui les subissez. Donc aujourd'hui, ce sont les pays qu'on pourra appeler de la ligne de front, donc les pays qui ont non seulement accepté mais appliqué, parce que le Sénégal a accepté mais n'a pas forcément appliqué, mais les pays qui ont accepté et appliqué sont ces pays qui souffrent le plus aujourd'hui. C'est pas les pays de la prochaine fédération ouest-africaine. Donc, au fond, ils devraient tous comprendre aujourd'hui que ce n'est pas la bonne façon de faire. Parce que quand on voit, par exemple, le gazoduc, le pipeline qui devait partir du Niger et sortir par le port de Cotonou, les Béninois, ils l'ont perdu. Il y a le gazoduc qui part du Niger vers l'Algérie, c'est à l'arrêt. Il y a
tout le système qui devait prendre le pétrole nigérien pour l'amener vers les autres pays d'Afrique de l'Ouest, ben, il n'y en a pas. Et tout le gaz qui devait être convoyé, vous voyez qu'il y a de très gros projets qui auraient créé de l'emploi, généré de la valeur ajoutée, contribué au développement du pays, qui sont à l'arrêt simplement parce que les gens ne se sont pas assis pour se dire: est-ce qu'on va dans le sens de ce que nous proposent nos partenaires occidentaux? Il faut les sanctions, oui. Alors que nous, on a quand même des problèmes à résoudre grâce au Niger, et nous devions conserver la solidarité qui nous permettait de nous développer harmonieusement. Merci infiniment, Dr Yam Timba, pour ces analyses. On rappelle que justement le processus a renvoyé à ce qui se passe en Occident avec les différentes sanctions, et aujourd'hui tout le monde dans la sphère panafricaniste s'accorde à dire que ces sanctions ressemblent à des sanctions édictées par la France et l'Occident plus que par une organisation africaine. Allez, merci à vous d'avoir participé à ce programme et de nous avoir permis de profiter de votre regard panafricain. Merci à vous également de nous avoir écoutés à travers la 96.3 FM For You Radio, de nous avoir regardé sur notre télévision et nos différentes plateformes internet For You Media Africa. Merci à la partie technico-artistique. On se retrouve à très bientôt. Regard panafricain, c'est terminé. Restez en compagnie de nos programmes.